À l'aube des élections présidentielles, puisqu'on sait que des personnes sont candidats pour pouvoir être responsables justement de la nation française, c'est aussi leur rappeler qu'aujourd'hui les quartiers populaires, donc beaucoup de quartiers qu'on représente, en ont marre des discours, des promesses tout simplement. Donc là aujourd'hui on aimerait qu'ils se positionnent par rapport à notre position, puisqu'on dénonce parfois certaines choses, mais on est aussi force de proposition. Et on a un préalable. Ce préalable, c'est que dans un quartier populaire, il y a des citoyens français, puis il y en a d'autres qui ne sont pas considérés comme citoyens parce qu'ils ne votent pas, parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils sont réfugiés, parce qu'ils sont migrants. Donc le préalable qu'on a, nous, d'abord, c'est de considérer tous les habitants des quartiers populaires, justement. Et de faire en sorte à ce que ces personnes qui sont étrangers puissent avoir le droit de vote aux élections locales, que ce soit municipales, régionales ou départementales. La question des quartiers populaires ne doit pas être réduite, malheureusement, que lorsqu'on parle de violence. C'est aussi avoir le droit à une éducation digne. C'est aussi une question qui permet tout simplement que l'emploi soit aussi une priorité, que les écoles qu'on puisse aujourd'hui avoir dans nos quartiers, elles puissent être aussi les mêmes que les autres. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on demande, c'est d'avoir les mêmes droits communs que les autres. Pas plus, pas moins. Dans nos quartiers populaires, on a des quartiers qui sont, on est tous assignés à résidence, on a des gamins qui sont diplômés et ils n'ont aucune chance d'aller travailler ailleurs parce qu'on ne les prendra pas parce qu'ils viennent de tel quartier, de tel quartier. Aujourd'hui, on est assigné, comme l'a dit Mohamed, à la question des violences policières qui est une vraie question. On était à la manifestation hier. À la question de la radicalisation, nous on dit oui, effectivement ce sont des réalités des quartiers, mais au lieu de s'attaquer aux effets, il faut s'attaquer aux causes. Pourquoi aujourd'hui il y a des gamins, il y a des mômes qui choisissent la radicalisation? Pourquoi il y a des gamins qui sont sur du décrochage scolaire et qui sont en échec, etc. Comment se fait-il qu'aujourd'hui il n'y ait pas un enseignant devant chaque gamin qui se trouve à l'école? Quand des gamins ils sont en décrochage scolaire, déjà je déteste ce nom, et ben, il n'y a plus de structure à côté pour les accueillir, pour les raccrocher justement, parce qu'on est en train aussi de démanteler le tissu associatif qui est encore le dernier rempart pour ces gamins face à l'errance et tous les risques de dérapage. La question du chômage, elle est criante. Il y a 30 ans, on faisait le constat d'un surchômage dans ces territoires. 30 ans après, avec une politique spécifique qui est la politique de la ville, et bien on s'aperçoit que le chômage il a augmenté, et notamment les premières victimes, ce sont les jeunes. Je m'appelle Sana Jeroudi, j'ai 17 ans. Je vois beaucoup d'emplois chez certains et d'autres qui en trouvent pas. Si je prends le cas de mon lycée, certains profs décrochent. Actuellement, ceux qui sont en terminale, il y en a qui n'ont pas de prof d'anglais, ça fait presque 2 mois. D'autres qui n'ont pas de prof de philo depuis le début de l'année. Le fait d'avoir beaucoup de refus pour un travail, le fait d'être mal jugé par l'endroit où on habite, on revoit même en fait plein de petits détails comme ça qui découragent certaines personnes. Voilà, moi je m'appelle Naufal Mohamed, j'habite à Clichy-sous-Bois depuis toujours. Je viens de finir des études en sciences politiques et en aménagement du territoire. Donc, du coup, j'ai eu mon master 2 il n'y a pas très longtemps et donc du coup je suis à la recherche d'un emploi. En toute honnêteté, j'arrive à un moment donné où je ne crois plus en rien, quoi. C'est-à-dire que moi je fais partie de, je peux le dire aujourd'hui, des jeunes qui ont toujours cru. J'ai fait le nécessaire pour, entre guillemets, m'intégrer et changer ce qui se passe dans mon quartier, justement. C'est pour ça que je me suis orienté dans le développement local. Et aujourd'hui, j'ai fini mes études et c'est un peu difficile de trouver un emploi. J'ai l'impression que j'arrive au plafond de verre. Donc, du coup, par là, je vais dire que tant que c'était associatif et au service de l'intérêt public et que ça ne coûtait pas d'argent, on voulait toujours de moi. Et maintenant que j'ai des compétences à faire il n'y a plus personne. Donc, moi, comme je vous ai dit, pendant 3 ans, j'ai travaillé aussi dans un collège à dire aux jeunes, faites des études. Et aujourd'hui, je me rends compte que vis-à-vis de ces jeunes-là, je ne suis même pas crédible parce que j'ai fait des études et je ne trouve pas de boulot. Et donc du coup, sur l'éducation, c'est mon constat. Bonjour, je suis Gonçalo da Costa, j'ai 31 ans et je suis originaire de Clichy-sous-Bois, qui est la ville dans laquelle j'ai grandi 27 ans.
et je me suis installé depuis peu à Paris. En fait, je condamne fermement l'État parce qu'elle a sa grande part de responsabilité dans le traitement à l'orientation des jeunes issus des quartiers populaires. Et depuis toujours. Parce qu'il n'est pas normal, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'est pas normal qu'à note égale, un jeune issu des quartiers populaires n'ait pas le même traitement à l'orientation qu'un jeune qui est issu de la banlieue ouest. Il y a une fracture sociale entre une banlieue ouest et une banlieue est qui est géographique aujourd'hui, et véritablement l'éducation nationale, ou du moins ceux qui la représentent, lorsqu'elle accompagne les jeunes collégiens, notamment sur les voies professionnelles ou les voies généralistes, donc ils les accompagnent dans un premier temps sur le choix de leur orientation au lycée, et ensuite plus tard, lors du secondaire, sur leur choix d'études supérieures, les jeunes issus des quartiers populaires n'ont pas la même chance véritablement, et je pense véritablement qu'ils sont victimes de discrimination de ces personnes qui représentent l'éducation nationale, et malheureusement ils n'ont pas la possibilité, il y en a à qui on met véritablement des bâtons dans les roues. Et ça, je peux vous le témoigner parce que lorsque je vous ai précisé tout à l'heure que je fais partie d'un groupe de professionnels anciens, on est tous anciens qui choix, et ce sont des choses qu'on a tous vécues. Tous vécus, véritablement. On veut les meilleurs profs dans les ZEP pour que nos jeunes soient vraiment dans cette réussite éducative, qu'ils puissent avoir la chance de plus être français. Voilà. Et une des plus importantes, c'était le logement décent pour tous dans les quartiers populaires. Et on n'arrête pas de dire qu'on a mis énormément d'argent dans ces quartiers. Il faut juste savoir que cet argent, il a été très mal fléché. Que cet argent, ceux qui aujourd'hui ont décidé effectivement de flécher cet argent n'ont pas du tout mesuré ou fait en sorte que ces habitants qui vivent au quotidien n'ont été associés. Donc on peut très bien dire qu'on a fait de la rénovation urbaine une priorité. On n'a pas du tout traité le problème de la question sociale et humaine. En pensant qu'on allait changer et qu'on allait repeindre des bâtiments, on allait régler le problème du chômage, de l'éducation, de la culture ou de la santé, c'est faux. En fait, aujourd'hui, en termes de rénovation urbaine, souvent les gens ils sont d'accord sur une chose, c'est qu'il y a des travaux qui sont réalisés. Ça se voit, c'est du visuel, ça se voit. Après, les gens il y a beaucoup de critiques sur deux choses. Sur les matériaux utilisés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent. Il y a des gens qui te disent c'est des cajaras, parce que dès qu'il y a du bruit de l'autre côté, on entend tout. Voilà, par exemple, c'est pas des matériaux, on va dire, très solides, on va dire. De deux, il y a beaucoup de critiques vis-à-vis des concertations qui sont menées dans le cadre de ces projets de rénovation, d'aménagement. Là aussi, on va ouvrir un autre débat, mais moi, en simple observateur, je regarde de loin et je me rends compte qu'il y a une logique qui concerne, on va dire, la première couronne. Et mine de rien, même si on a 1h30 parce qu'on n'a pas de transport, on est quand même dans la première couronne. Une logique qui consiste à l'agrandir. Donc du coup, avec les projets de Grand Paris, et à partir du moment qu'on a le label Grand Paris, automatiquement, le prix du foncier il augmente. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense que ça sera comme ça dans quelques années. Et donc du coup, ici on est en train d'anticiper l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a prioritairement des gens issus de l'immigration. On cherche la mixité sociale, et donc du coup on fait des logements, on va dire, pour attirer cette catégorie, on va dire les classes moyennes. Et du coup, voilà, donc du coup, moi je pense que c'est la raison la seule raison qui peut expliquer le fait qu'on ait des logements de plus petite taille, on va dire, pour des plus petites familles, parce que ici, c'est des familles nombreuses. Moi, par exemple, je regarde dans ma famille, on est très nombreux. La famille de mes amis aussi, ils sont très nombreux. Et quand je regarde les logements qui sont construits aujourd'hui, on va dire, je me rends compte que c'est des logements qui ne sont pas faits pour des familles comme nous. Et donc, du coup, peut-être qu'il y a une volonté de nous faire partir. Voilà, donc du coup, c'est tout un ensemble. Je pense que c'est bien aussi, parce que ça fait une plus grande métropole, on va dire. Sur le rayonnement international, c'est bien, mais pour les gens modestes comme nous, on se rend compte qu'on va devoir partir encore un peu plus loin. En fait, les médias, moi, ce que j'aime pas, c'est par exemple, je vais prendre l'exemple où
j'étais partie il y a quelques temps pour le soutien à Théo. Et du coup, il y avait tout le monde là-bas, tout le monde soutenait tout le monde, il y avait des bons messages, des bonnes paroles et tout. Mais vraiment à la fin, il y avait les médias, il y avait tout le monde et ils n'ont pas filmé les médias quand il y avait des bons discours et tout. Mais à la fin, quand ça s'est dégradé et tout, et ben c'est là où ils ont filmé. En fait, ils filment selon moi les choses qu'ils veulent et pour montrer les choses, vous voyez, vraiment les choses humiliantes un petit peu. Ils veulent pas montrer le bon côté des faits. C'est un problème vieux comme le monde, c'est que véritablement les quartiers ne sont pas représentés à leur juste valeur, à savoir que la très grande majorité des journalistes se déplacent dans les quartiers populaires lorsqu'il y a un feu de voiture. Donc lorsqu'on va parler d'insécurité, d'immigration ou d'islam, on va constamment en banlieue. Et donc là, bien évidemment, ce n'est pas normal. J'ai l'impression que les belles histoires, en tout cas, qui sont issues des quartiers populaires, on ne les met pas à l'avant. Comme si on voulait entretenir quelque chose qui était qu'on présente depuis 50 ans de la même façon. Ça veut dire que les quartiers populaires, c'est le réceptacle de toutes les difficultés sociales de notre pays. Je pense qu'on devrait davantage parler des belles choses également, comme des activités, comme des actions associatives en fait, ou sinon de parler de personnes qui ont des parcours fabuleux et qui sont issues des quartiers populaires. Donc il y a plein d'initiatives citoyennes. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un fonds de démocratie d'initiatives citoyennes doté d'au moins 5% du montant total de l'argent public actuellement consacré chaque année au fonctionnement de la démocratie représentative. Avec seulement 5% de ce budget, les collectifs et associations citoyennes disposeraient d'au moins 35 millions d'euros pour rendre la démocratie à l'initiative citoyenne. Je trouve que c'est une bonne chose et il faut véritablement... il faudrait que cette proposition ou cette volonté ait une issue parce que ça donnerait davantage de pouvoir aux habitants. Et n'oublions pas que les habitants sont tout simplement, ce sont les experts en termes d'usage en fait des quartiers et des lieux de vie dans lesquels on intervient, par exemple dans le cadre d'une urbanisation ou d'une rénovation urbaine. Il faut absolument faire avec les habitants parce qu'ils ont un regard et un point de vue et une appréciation qui est totalement différente des autres acteurs techniques qu'on rassemble autour d'une table, notamment dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine. Tout le monde se targue, à commencer par les politiques, qui prônent une égalité de droit et une égalité territoriale. Aujourd'hui, dans les quartiers, on est aux antipodes. Pourquoi ? Parce que les quartiers, on est assigné à une politique spécifique, ce qui s'appelle la politique de la ville. Et ce ne sont que pour les quartiers prioritaires. C'est une politique spécifique pour des territoires spécifiques et qui, du coup, forcément... génère de l'inégalité de droit. Nous, ce qu'on revendique dans le préambule, c'est, pour qu'on soit véritablement sur une égalité de territoire, c'est l'application du droit commun qui s'applique sur l'ensemble du territoire français. Voilà. Un contrôle d'identité, c'est censé, on va dire, ça répond à des objectifs. Soit on cherche un criminel, soit on cherche une personne précise. Donc du coup, voilà, une personne qui appelle, qui dit, bon, là je cherche quelqu'un avec une barbe, une veste en cuir et un truc gris. Si je sors dehors, je me fais contrôler. C'est pas un contrôle au faciès, c'est un signalement. Donc du coup, ça c'est tout à fait normal. Après, ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart du temps, les gens communs n'ont pas besoin d'avoir ce signalement pour être contrôlés. Il suffit d'être dans la rue et de croiser un policier pour avoir un contrôle. Et donc du coup, là, on est dans un contrôle au faciès. Et donc qui pour la plupart du temps est très souvent dégénère. Et donc du coup, qui devient un contrôle abusif, avec les conséquences qu'il y a derrière, c'est-à-dire que là sur les dernières affaires, la mort d'Adama et le viol de Théo. Voilà. Là il y a eu un dernier rapport du défenseur des droits qui dit quand on est un jeune noir ou arabe, on a 8 fois plus de chances de se faire contrôler par la police et donc derrière de nous faire brutaliser, insulter, etc. Même si certains policiers trouvent que nous insulter de bamboula, c'est tout à fait normal. On subit les injustices, les inégalités au quotidien, on se tait, on reste dans le coin, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas de nous, donc on ne vient pas s'intéresser à vos politiques, on va dire ça comme ça. Mais en plus de ça, les seules fois où on vous dit que voilà, prenez un peu notre parole en considération, c'est-à-dire qu'on a tué l'un des leurs, on demande juste la justice, même à ces moments-là, on ne se fait pas entendre. Quand il y a un policier qui commet l'irréparable, qu'il soit jugé et condamné comme un citoyen, comme les autres.
Donc on est sur des incohérences mais qui génèrent une telle violence. Nous, quand on est un peu overdosé de s'entendre dire toujours la violence dans les quartiers. Nous, ok, on va parler de la violence dans les quartiers, mais à la seule condition, c'est qu'on parle des violences institutionnelles qu'on subit chaque jour. On a des propositions pour enrayer ça, on a des propositions quand on parle de vivre ensemble. Il est question d'abord de faire ensemble. Voilà, le vivre ensemble, c'est comme la mixité, ça se décrète pas, ça se construit. Encore faut-il un courage politique pour le faire. Souvent, on nous culpabilise du fait de l'éducation de nos gamins. Non, c'est pas vrai. C'est l'éducation nationale. On nous culpabilise parce qu'on ne va pas voter. Non, c'est parce que les politiques qui sont en train de mettre en place ne nous conviennent pas. Et souvent, dans nos quartiers populaires, il y a plus de solidarité qu'on pense et les gens s'organisent. Mais à un moment ou à un autre, les politiques arrêtent cette organisation. Et puis c'est aussi un message qu'on est en train d'envoyer, clairement. Parce que les quartiers populaires, on en parle évidemment sous un volet souvent négatif. Et dans ces quartiers, il y a énormément d'initiatives qui sont porteuses, qui sont alternatives, qui parfois se font comme surranger sans les institutions. Ça veut dire beaucoup de choses. Si aujourd'hui dans les quartiers populaires, beaucoup d'initiatives, d'habitants se départissent complètement du rôle d'institution ou de l'intervention d'institution, c'est un message qui renvoie au fait qu'on n'est pas que dans la dénonciation, on est là de manière constructive, force de proposition. On a des propositions qui honnêtement ne coûtent que dalle. Il suffit simplement qu'un responsable politique dise chiche, on y va et donnez-nous la possibilité de faire en sorte qu'on réduise le chômage dans ces quartiers. On a des propositions. Faudrait-il encore une fois que ces responsables politiques sont prêts à jouer le jeu si vraiment ils veulent faire baisser le chômage dans ces quartiers et notamment des jeunes, des moins de 25 ans aujourd'hui qui sont où la moyenne locale est beaucoup plus que la moyenne nationale. Moi, la chose le plus importante, j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, on ne croit plus aux politiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit plus en la politique. C'est-à-dire que même si à travers cet entretien j'ai pu être un peu trop radical, un peu très dur, on continue toujours de porter des projets dans nos quartiers, dans nos villes. Et je pense que ça c'est le plus important. Donc du coup, soit vous soutenez ces projets, ces initiatives qui sont portées par les associations, par des particuliers dans nos quartiers, pour justement améliorer les choses, amorcer le changement tant entendu, soit vous continuez d'agir comme vous le faites et nous, quoi qu'il arrive, on lâchera rien.